Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de The Boys et comme chaque semaine je vous invite à me retrouver sur la chaîne et on va discuter un petit peu de cet épisode que je viens tout juste de visionner. Je tiens à rappeler que si ça vous intéresse, la critique des 3 premiers épisodes est un peu plus longue que d'habitude vu qu'il y a 3 épisodes mais est toujours dispo sur la chaîne si ça vous intéresse et on se retrouvera donc tous les vendredis pour regarder ça. Aujourd'hui ce que je peux vous dire concernant l'épisode de The Boys que j'ai vu, c'est un épisode clairement qui a beaucoup moins d'action, on sent clairement que c'est un épisode un petit peu de transition de saison qui va servir notamment à aller vers d'autres intrigues secondaires pour le reste de la saison, un petit peu comme chaque épisode, 4-5 épisodes, voilà, c'est généralement là où il y a des petites transitions d'intrigue, tout ça, donc c'est pour ça que je m'attendais un petit peu à ça. Certains diront peut-être qu'il n'y a pas assez d'action, mais on va parler de tout ça. Je vous invite évidemment à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, et on est parti dans cette critique qui, je le rappelle, sera full spoiler. C'est parti. Et ouais, moi j'attends franchement l'épisode de The Boys chaque semaine, un petit peu comme le Messi, voilà, on va dire, c'est mon petit cadeau de Noël chaque semaine et je suis très content de retrouver à chaque fois les sets, mais aussi la bande justement pour vivre ma meilleure vie. Alors il y en a beaucoup qui me demandent avant de commencer à quelle heure sort exactement l'épisode. Faut savoir que j'ai un petit peu discuté avec Prime Video et que même eux n'ont pas pu, ou en tout cas n'ont peut-être pas voulu me répondre, mais ce que je peux vous dire c'est que l'épisode n'est pas dispo à minuit et n'est pas dispo à 9 h, donc j'ai l'impression que l'épisode est dispo vers 6 h du matin, quelque chose comme ça, et vu que je tourne il est 7h41, vous le savez tout maintenant. Bref, cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il y a beaucoup moins de développement de personnages envers les personnages secondaires, là où, enfin, ce qu'il y avait par exemple à l'épisode 1, on avait beaucoup de profondeur envers Kimiko par exemple, envers aussi l'homme poisson. L'homme poisson, on avait quand même une grosse partie de l'intrigue de l'épisode 1, enfin des premiers épisodes en tout cas, qui était concentré sur lui, et justement moi c'était pour mon plus grand plaisir parce que j'adore vraiment ce personnage, et c'est vrai que dans cet épisode, on se retrouve avec, autour de l'homme poisson en tout cas, on se retrouve avec un arc narratif, ben en fait, avec un bout de truc qui sert vraiment à rien. C'est vraiment, on le met là pour qu'il soit là en fait, mais quand on prend l'épisode en lui-même comme ça, alors j'imagine évidemment que ça va enclencher d'autres trucs par la suite, pas de souci, mais si je prends vraiment par épisode, c'est vrai que il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent concernant l'homme poisson. Kimiko, c'est un petit peu similaire, finalement, elle évolue pas trop, on savait déjà qu'elle voulait se venger, et je suis assez déçu, honnêtement, parce que je pensais qu'il allait vraiment se passer quelque chose avec Stormfront au moment où elle est dans la foule, après un mode foule où elle fait sa propagande justement. Et ça, je trouve ça assez fou, justement, parce que Volt a toujours contrôlé ses héros. Vous vous rappelez, avec l'époque de Stillwell, elle avait toujours des discours qui étaient préparés pour ses héros. Ils avaient vraiment le droit de rien faire quand ça concernait l'image publique du héros, ou en tout cas l'entreprise. Et là, je vois Stormfront qui vraiment est en pleine propagande à dire que les films Volt, limite, c'est de la merde, que les figurines Volt, c'est de la merde. Et c'est vrai que je trouve ça assez bizarre, parce que même si Stillwell et même si son équipe marketing n'est plus là, ben on a quand même Edgar qui est là quand même, et on dirait, je pense que ça sera peut-être développé plus tard, on verra si je me trompe, mais c'est comme si Edgar avait donné un petit peu carte blanche finalement à Stormfront de faire un peu ce qu'elle veut du moment qu'elle devenait numéro 1, une espèce de deal comme ça. Stormfront qui, voilà, on pousse le bouchon encore plus loin dans cet épisode. Ceux qui ont lu les comics le savaient. Stormfront est en fait, dans les comics, un homme, déjà, premièrement. Donc il n'y a pas vraiment ce côté féminisme ou femme forte qui va être, je pense, beaucoup plus développé par la suite. Et en plus, est un facho / nazi. Donc c'est-à-dire que toute la connerie humaine incessante, tu la mets dans un personnage et tu as Stormfront, de base dans les comics. Et c'est vrai que on savait pas trop, c'était assez subtil en saison 1. Rappelez-vous, en saison 1, la scène de l'immeuble, quand on remarque bien, elle ne tue que des étrangers, entre guillemets, à ses yeux. Et c'est vrai que si on capte pas, si on voit pas la ref par rapport aux comics, on se dit juste qu'elle tue des civils, voilà. Et chose que d'ailleurs je vous ai dit dans la critique, et c'est ensuite en revisionnant l'épisode que effectivement je me suis dit, mais attends, mais si, il faut comme dans les comics là. Et finalement, c'est vrai que là, ils l'ont encore plus approfondi. On comprend que c'est en fait Liberté ou Liberty, je ne sais plus. Donc une ancienne super-héroïne qui date d'il y a genre 70 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte un petit peu de découvrir ce qui l'a amené à rejoindre The Volt, parce qu'apparemment c'était déjà une super-héroïne. Qu'est-ce qui l'a poussé à continuer aussi dans ce sens? Qu'est-ce qui l'a poussé à rejoindre aussi Volt?
et est-ce que ces tendances un petit peu meurtrières, parce que vraiment à l'époque c'était vraiment poussé à bout, je veux dire A-Train par exemple qui est black, bah, peut-être qu'elle le supporterait pas à l'époque actuelle, peut-être qu'aussi que c'est tout simplement Stormfront qui a suggéré le renvoi de A-Train, et A-Train j'ai un petit peu hâte aussi de voir comment ça va se passer de son côté, et moi on va théoriser un petit peu sur la suite concernant A-Train, je pense que, parce que on le connaît, on sait que la vitesse c'est toute sa vie, on sait que The Vault c'est toute sa vie, je pense que effectivement il va se redroguer pour, je sais pas, atteindre une vitesse, peut-être qu'il va y avoir un pari avec le nouveau Speedster, on dit ça dans Flash, mais le nouveau bolide, ou celui qui court vite, celui qui va le remplacer, peut-être qu'il ferait un concours, ou je sais pas, un truc de vitesse, pour dire, écoute, si je gagne, je reprends la place, et si je perds, ben vas-y, ciao, quoi, tu vois. Et je pense que, du coup, il pourrait se redroguer au composé V, donc, pour atteindre sa pleine puissance, et que ça va mal tourner, de toute façon, on le dit depuis le début, je pense que A-Train, voilà, il va pas passer la saison 2, hein, j'espère en tout cas, parce que ça serait un petit peu pousser un peu le truc trop loin, hein. Déjà qu'en saison 1 il était pas ouf, mais là, saison 2, tu sens qu'il est poussé doucement vers la fin en fait, et voilà, c'est pour notre plus grand plaisir. Après, bah écoutez, Stella, pour le coup, je suis assez déçu, parce que c'est vrai que c'était un personnage qui avait été beaucoup mis en avant en saison 1 de par son côté femme forte et tout. Les 3 premiers épisodes justement, elle avait un petit peu laissé tomber ce côté femme forte pour vraiment faire face en fait à The Vault, donc elle avait repris le costume un peu décolleté, elle avait commencé à mentir, des choses comme ça. Là on retrouve dans cet épisode un petit peu plus la Stella d'avant, mais je dois dire qu'il n'y a aucun développement, c'est-à-dire que tu fais juste des zigzags aller-retour en fait, dans le développement de personnage de Stella, mais t'as pas vraiment cette impression que Stella évolue, ou en tout cas pas encore, parce que on se doute, et on le voit, il y a un conflit intérieur dans Stella, qui dit que d'un côté elle a envie d'être avec Yui, même si effectivement elle largue Yui comme une pauvre merde, et que t'as l'impression qu'elle en a rien à foutre. Je suis sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça à l'intérieur, et je suis sûr que vraiment elle est en dépression, parce qu'elle se dit putain, je largue le seul mec avec qui je veux être, et là je vais aller rejoindre le protecteur, quoi. Genre, le protecteur, dans cet épisode, le bouchon est poussé encore plus loin que d'habitude, je m'attendais mais alors vraiment pas à ça. Alors pour le coup, Stillwell, quand je l'ai vu débarquer, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de bug. Et puis je me suis dit, ouais ok, bon c'est bon. Ça c'est le métamorphe, on l'a vu en saison 1, effectivement je m'étais pas trompé, de toute façon je voyais pas ce qu'il pourrait nous faire à part le métamorphe, donc c'était un peu prévisible, mais je trouve ça cool, dans le sens où rien que le fait qu'il aille voir, enfin qu'il demande au métamorphe de se transformer en Stillwell, qu'il le paye même pour se transformer en Stillwell, ben ça montre que finalement, le mec est resté dans le passé, le mec est resté dans la nostalgie, qu'il n'arrive pas à se sortir de là. Et derrière, on voit qu'il a une grosse évolution, hein, d'un coup, hein, une très grosse évolution de protecteur. Je vous ai dit Stormfront, je crois d'ailleurs, mais c'est pas grave, le protecteur a une très grosse évolution justement, parce que bah, il discute avec Stormfront justement pour le coup, et Stormfront lui dit, écoute, t'as besoin de personne, et j'ai bien aimé le discours qu'elle a de dire, t'as pas besoin que tout le monde t'apprécie, t'as juste besoin en gros que 5 personnes assez influentes ou assez efficaces t'apprécient, et le reste en gros suivra. J'ai bien aimé ça, et ça montre qu'encore une fois, le protecteur est quelqu'un de très fragile qui arrive à se faire influencer par Stormfront qui est considéré, je vous rappelle dans The Vault, comme la petite nouvelle en fait, tout simplement. Donc ça montre que le protecteur est quand même assez faible psychologiquement, on le savait un petit peu depuis la saison 1, mais là ça montre vraiment qu'il est vulnérable, et j'ai hâte un petit peu de voir comment ça va devenir. Je suis assez déçu par contre concernant Stormfront, elle a l'air beaucoup de cacher son jeu celle-ci, parce que c'est-à-dire que même quand le protecteur arrive, déclenche un petit peu sa vision laser en mode vas-y continue je vais te buter, ben on voit qu'elle se calme en fait. Et moi je m'attendais vraiment à ce qu'on se rejoigne à la scène de la bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vu, où justement le protecteur envoie des faisceaux laser dans la poitrine de Stormfront, et même si ça fait rien à Stormfront, je pensais vraiment que ça allait partir en petite scène d'action on va dire, mais pas du tout. Stormfront s'écrase, et Stormfront essaie de faire comprendre au protecteur qu'elle a peur de lui en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Et elle cache super bien son jeu, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner, comment elle va manipuler les choses de l'intérieur, comment elle va tout tourner selon son sens, parce que je trouve ça vraiment grave kiffant. Autre chose que j'ai trouvé kiffant, c'est Maeve. Voilà, le protecteur est invité avec Maeve sur le plateau de télé, et le protecteur balance comme ça, genre fait le coming out de Maeve, genre comme ça, sans rien qu'elle demande, que Maeve est lesbienne.
Et on n'a pas encore vu les répercussions là-dessus. Et moi j'ai beaucoup hâte, moi je vous le dis depuis la saison 1, Maeve est un personnage pour moi qui mérite beaucoup plus d'importance, elle a des morales qui peuvent être super cool, elle a un fond qui est très intéressant, le problème c'est que ça n'a pas encore été développé encore parce qu'il fallait s'occuper d'autres personnages, et c'est vrai que le chemin que prenaient les 3 premiers épisodes de la saison 2 montrait clairement que Maeve allait être développée vers ce côté justement de morale on va dire, en mode vas-y assume tes choix, c'est pas grave, même si t'es une personnalité publique, en gros. Hein. Et du coup, je dois dire que là, ça y est, on y est enfin, c'est-à-dire que même si elle a pas choisi, et c'est peut-être tant mieux parce qu'elle aurait peut-être jamais choisi, elle va devoir se confronter à des fans, déjà d'une, qui vont beaucoup plus la kiffer parce qu'elle est gay, et aussi des fans qui vont beaucoup plus la détester parce que, justement, elle est gay. Et là où j'ai envie de voir quelque chose, c'est par rapport à Stormfront, parce que Stormfront, rappelez-vous, facho, nazi, raciste, tout ce que vous voulez, le pire de la connerie humaine, dans un seul corps, quand elle va apprendre ça, je me demande un petit peu comment elle va réagir envers Maeve, et je pense que là, les dialogues entre les deux personnages vont être instaurés, là où avant c'était un petit peu compliqué, on n'en voyait pas trop. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de ce point de vue, de voir un petit peu ce qu'ils vont nous donner à manger. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à manger, on va pas se le cacher. Alors j'ai pas trop compris le délire par contre du français, de Frenchie, à se droguer, en fait. Je vois pas en fait, parce qu'en fait, de son côté, il n'y a pas grand chose qui a évolué, voilà, ça fait un moment que l'on sait qu'en gros, il est amoureux de Kimiko, d'ailleurs, il a enfin tenté sa chance, est-ce qu'on était tous à applaudir devant notre écran? Pas du tout, mais voilà, on était quand même content pour lui qu'il ait tenté sa chance, même s'il s'est pris un gros refoul, et rien n'a changé pour lui. Et pourtant, on voit qu'il commence, alors on ne sait pas si c'était le cas avant, parce que c'est jamais trop montré, je crois que c'est montré une fois en saison 1, où il prend des pilules et tout, mais là on le voit s'il fait de la coke, on voit qu'il est démonté, on voit après qu'il est bourré, on voit après qu'il couche un petit peu par procuration avec une meuf qui ressemble un peu à Kimiko, voilà, c'est assez malsain je dois dire, je sais pas comment voir les choses à ce niveau-là, mais voilà, je vois pas ce qui a changé par rapport à lui pour que d'un coup on nous montre en fait que le mec se drogue, que le mec va mal entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure des situations dans laquelle il se trouve, il est dans un sous-sol, la meuf qu'il aime l'aime pas en retour, et puis en même temps il est drogué, alcoolisé, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, pour le coup, il n'y a pas eu un énorme choc émotionnel de ce côté pour se permettre de montrer tout ce qu'il prend, contrairement à Kimiko qui, elle, clairement, aurait des raisons, finalement, de prendre, je sais pas, de l'alcool ou de la drogue, ou des trucs comme ça, parce que elle, vraiment, pour le coup, elle a vu son frère se faire buter par un super qu'elle peut pas encore atteindre, ou elle peut pas se venger, donc elle, clairement, elle pourrait. J'ai bien aimé aussi le développement de personnage, mini développement de personnage, mais c'est intéressant de la crème, justement, parce que on comprend, en fait, dans cet épisode, et je pense que ça va venir petit à petit, que chaque anti-héros de la bande de Yui, tout ça, ont vraiment un intérêt particulier, un intérêt personnel à, on va dire, éradiquer les super. On apprend vraiment aussi du côté de Frenchie, on dirait qu'il y a une petite histoire de background, un truc qui s'est passé avec la torche, rappelez-vous la torche qui a tué plein de monde dans le passé je crois, et notamment les enfants de la patronne, la grosse patronne, la pote de, comment il s'appelle, de Billy Butcher, voilà, je vais y arriver, et Frenchie à un moment s'est évoqué, et on sent qu'il a une gêne par rapport à la torche, on sent qu'il s'est passé quelque chose dans son passé par rapport à la torche, et peut-être que c'est à ce moment-là que sa vie est partie en couille, et je pense clairement qu'il y a un truc par rapport à ça, et j'ai hâte de voir ça. Pareil pour la crème, il nous explique un petit peu que en fait c'est les super, ou en tout cas c'est The Vault qui a complètement buté son père lorsqu'il était petit, et là on retrouve tout l'intérêt finalement pour toute cette bande de s'unifier pour lutter ensemble contre les super. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus finalement, parce que mine de rien c'est juste un épisode où je vous ai parlé un petit peu de chaque personnage. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et surtout me dire vraiment quel développement de personnage vous préférez, et surtout qu'est-ce que vous voyez pour la suite, parce qu'on a essayé ici de théoriser un petit peu, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup plus de suppositions à se faire. Bref, on se retrouve du coup très vite pour une prochaine critique, et rappelez-vous, la semaine prochaine, il va y avoir je pense une semaine spéciale DC, parce que j'ai tellement de vidéos qui sont prévues par rapport à DC, que je pense que je vais mettre tout ça sur une semaine, étant donné qu'il y a le DC Fandom, et je vous invite à me lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. En attendant les dos, prenez soin de vous, on se revoit très vite, des bisous les dos.